Bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on est très heureux pour la dernière journée des visioconférences des Pépites internationales d'accueillir les auteurs de Géante, Jean-Christophe Desvenay et Nouria Bonjour. Tamari. Bonjour à vous deux. Bonjour, enchanté, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Géante et de bande dessinée en général. Bonjour, on a des participants d'un peu partout, d'Espagne, de Hongrie, d'Inde. Bonjour à tous. On va commencer par une petite présentation des auteurs. Ils vont nous parler un peu de leur parcours rapidement. Et ensuite, comme on a beaucoup de participants qui sont tous très passionnés par votre BD, on va pouvoir enchaîner sur les questions. Donc, si vous voulez, vous pourrez monter sur scène pour poser directement vos questions à Jean-Christophe et à Nouria. Et sinon, n'oubliez pas que vous pouvez les poser sur le petit onglet questions et je les poserai à votre place. Bon, Jean-Christophe, Nouria, on vous écoute. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours? Ouais. Nouria, tu commences, je commence, comme tu veux. Non, je crois que mieux c'est tout commence, oui. Ok. Bon, ben alors bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Jean-Christophe Devenay et je suis scénariste de bande dessinée. Donc c'est la partie où on écrit les histoires. Moi, je m'occupe des textes, des mots. Je dessine très mal. C'est pour ça que je travaille avec des gens qui dessinent très bien. C'est mieux pour tout le monde en fait que je dessine pas. Et voilà, ça va faire presque 20 ans maintenant que je fais ce métier. J'ai publié mon premier album en 2002, donc vous voyez l'année prochaine ça fera déjà tout ce temps-là. Et voilà, j'ai commencé par travailler pour la bande dessinée plutôt jeunesse, pour les enfants. C'était mes premières publications. Et puis après, j'ai eu envie de travailler sur des histoires pour tous, pour les adolescents, pour les adultes. Et donc, voilà, j'ai commencé à écrire des choses très différentes. J'aime bien travailler sur des récits un peu grands qui me laissent de la place pour raconter des choses, pour prendre le temps aussi de développer des personnages et des histoires. Et puis, ben voilà, Géante a été un album qu'on a réalisé avec Nouria sur plusieurs années. On a commencé il y a déjà pas mal de temps et qui est sorti en 2020, juste après le premier confinement et qui a, malgré ça, quand même rencontré son public. Il y a eu beaucoup de retours très, très positifs sur cet album. Et donc, ben voilà, on est là pour en parler aujourd'hui et c'est le prolongement de ça, puisqu'effectivement, c'est un peu fou et un peu extraordinaire de savoir que vous êtes dans des instituts français ou des lycées un peu partout là dans le monde et qu'on va pouvoir parler de cet album qu'on a en commun. Donc, j'attends vos questions avec envie. Merci Jean-Christophe pour cette jolie présentation. Nouria, est-ce que tu souhaiterais nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es devenue dessinatrice de BD? Oui, je vous demande d'excuser moi parce que j'ai tout le français il y a quelques années, mais maintenant je crois que j'ai tout oublié. Alors, bon, j'ai commencé à dessiner quand j'étais petite, mais mon premier livre a été publié il y a 5 ans, je crois. Et alors, je suis maintenant dessinatrice professionnelle et bon, pour moi, Géant, c'était le plus grand projet et c'était un grand défi pour moi de dessiner, de travailler avec Jean-Christophe. Et alors, c'est tout. Merci beaucoup, Nouria. J'aurais juste une petite question. Comment vous avez décidé de travailler ensemble sur Géante? Alors, c'est un peu particulier comment on a travaillé sur Géante parce que je fais ça très rarement, en fait, d'écrire toute l'histoire ou en tout cas d'écrire une grande partie de l'histoire avant de chercher quelqu'un pour le faire. En général, je fais l'inverse. Je commence par trouver des gens avec qui on a envie de travailler et puis on cherche des idées ensemble et on fait ça. Mais sur Géante, c'était une histoire que j'avais très, très envie de développer.
Et bon, ce moment-là, sur le coup, j'ai commencé tout seul. Et donc, je me suis retrouvé avec un scénario déjà qui était bien avancé, beaucoup écrit. Et là, je me suis dit, mais il faut que je trouve quelqu'un pour le faire. Et j'ai vu le travail de Nouria en ligne, c'était des blogs encore à l'époque, et j'avais trouvé son travail vraiment très, très bien. J'ai vu aussi un album qui était arrivé en librairie qui s'appelait Avery Blues, qui était un de ses premiers albums publiés en France. Et je m'étais dit, mais c'est vraiment très, très beau ce qu'elle fait. Et je me suis dit que ça pourrait, enfin en tout cas, ça me parlait et je me disais que ça pouvait vraiment aller avec l'histoire de Géante. Et donc, bah, je lui ai écrit par Internet, par mail. J'ai retrouvé son mail en ligne et je lui ai envoyé cette proposition qui effectivement était un peu folle et un peu démesurée. C'est-à-dire que je ne se connais pas et je lui propose de faire un album qui en plus est un truc énorme. Euh, et elle a été assez folle pour accepter. Parce que sinon, ça n'aurait pas donné grand-chose. Oups. Bon, bah, c'est super, ça a donné lieu en tout cas à une belle collaboration. Ça vous a pris combien de temps pour écrire Géante en tout? Alors, pour l'écrire, ça m'a pris. Je crois que j'ai commencé à écrire le projet en 2012. Donc, vous voyez, ça fait un moment. Les idées sont là à ce moment-là. Je pense que je contacte Nouria plutôt en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Là, j'avais pas tout écrit, mais j'avais posé les grandes parties de l'histoire. Voilà, il y avait les personnages, il y avait les chapitres, il y avait tout ça. Et ça, c'est ce que j'envoie à Nouria. J'envoie un résumé avec les 12 chapitres de l'histoire. Et après, on trouve un éditeur, enfin une éditrice un peu après, je crois 2016 ou 2017. Et après, ça a pris à peu près 2-3 ans à écrire. Mais après, c'est pas un temps plein. J'étais pas tout le temps que sur ce projet. C'est-à-dire que j'écrivais un chapitre de Géante. En général, ça me prenait 2 à 3 semaines pour faire un chapitre. Et ensuite, voilà, je passais à un autre projet et je revenais comme ça. Et j'envoyais les choses au fur et à mesure à Nouria. Donc, vraiment, le projet, il date de 2012, mais en temps d'écriture, je dirais que c'est peut-être 1 an et demi, 2 ans maximum, ouais. Après, il y a toute la partie dessin aussi qui prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Oui. Et aussi, j'ai fait d'autres livres parmi Géante parce que j'ai beaucoup de projets. Et alors, non. Je ne sais pas comment dire ça, mais oui, j'ai fait d'autres livres, alors ça a enlargé les temps. Oui, ça a rallongé le processus de Géante, en effet. Et d'ailleurs, comment ça se passe, l'écriture d'un livre, Jean-Christophe? Ça se fait par étapes. On prend du temps pour réfléchir déjà au tout départ à ce qu'on a envie de raconter. On crée les personnages, on crée l'univers, on crée l'histoire. Je pense que le plus important au début, c'est d'un petit peu d'amener tous ces éléments-là, d'avoir effectivement un monde qu'on va imaginer et puis de mettre un maximum d'idées en fait. C'est-à-dire que moi, je commence jamais une histoire en disant à la page 1, la première case, ce qui va arriver, c'est ça. Et puis, je ne pars pas comme ça dans le récit. J'ai besoin de jeter un maximum de choses. Donc voilà, sur les personnages, sur l'univers. Et puis après, il faut commencer à chercher ce qu'on veut dire avec tout ça. Et qu'est-ce qu'on veut raconter et pourquoi on veut le raconter. Donc, au-delà du pur plaisir, ça va être effectivement de réfléchir au message, au sens qu'on va raconter avec une histoire. Et puis après, une fois qu'on commence un peu à poser ces grands ensembles-là, on sait qu'on veut raconter un personnage géant et on sait qu'on veut avoir une ville qui ressemble à Venise et on sait qu'on veut voyager beaucoup. Et il va falloir commencer à mettre tout ça sur une ligne et puis organiser tout ça. Et bonjour à tous. Ça y est, on vous voit. On vous voyait pas jusque-là. Je crois que voilà. C'est de Franco City en Égypte, qui a beaucoup de questions à vous poser apparemment. Bonjour Noah. Hop, bonjour. Il faudrait activer votre micro. Voilà, bonjour madame, je suis responsable ici de l'école Franco City. J'ai les élèves de première préparatoire. On dit bonjour. Bonjour. Avec le professeur de
culture, s'il vous plaît. Ils étaient responsables de ce projet. Ils ont lu l'histoire géante. Voilà, je laisse la parole à M. Saleh. Merci, Madame Morin. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Jean-Christophe, Madame Nouria et la présentatrice de l'équipe de l'Institut français de Paris. Nous sommes vraiment heureux de vous voir et de commencer notre rencontre. Nous avons ici avec nous nos étudiants de l'année de première préparatoire de l'école Franco City. D'abord, ils veulent vous remercier de ce roman intéressant, aussi aux bons dessins et des bonnes idées qu'ils ont vues à propos de ce roman. Nos étudiants ont beaucoup de questions vraiment à vous poser à Madame Nouria et aussi à vous, Monsieur Jean-Christophe. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez accueillir les questions maintenant? Oui, tout à fait. Vous pouvez poser vos questions. Ok. Bonjour, je suis Hannah Karim de l'école Franco City en première préparatoire. Je veux poser une question à Jean-Christophe. Où et quand êtes-vous né? Où et quand je suis né? Je suis né il y a longtemps. Je suis né en 1977 et je suis né dans le sud de la France. Alors, je ne sais pas si Marseille, ça doit vous parler comme ville. Alors, je ne suis pas né à Marseille, mais je suis né à côté de Marseille, sur une autre ville qui s'appelle Hyères et qui est donc un peu plus à l'est de Marseille, entre Nice et Marseille. Et donc, j'ai grandi là-bas, dans le sud de la France, face à la mer, à la Méditerranée. Et voilà, j'ai passé 20 ans là-bas avant de partir ensuite travailler sur Lyon notamment, où je vis aujourd'hui et où je travaille. Merci. Deuxième question. Continuez vos questions. Tu peux lire. Combien de romans avez-vous écrit? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait, j'en dois être pas loin d'une trentaine aujourd'hui de bandes dessinées. Donc oui, à peu près 30 livres aujourd'hui. Alors, il y a une partie qui est publiée à l'étranger. Et sinon, vraiment, en bande dessinée en français, je dois être à 20, 21 bandes dessinées, je pense. Et quel est votre premier roman? Alors, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu votre question. Quel est votre premier roman? Ma première bande dessinée s'appelle Pichou-san. C'est une BD jeunesse qui était vraiment une série pour les enfants. Et c'était quelque chose que j'ai fait donc quand j'avais 23 ans. Et quand je la relis, je me dis, mais pourquoi on m'a laissé faire ça comme ça? Mais bon, c'était la première BD. Donc, il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses qui sont bizarres dedans. Mais bon, elle a permis d'en faire d'autres derrière. Et donc, ça s'appelait Pichou-san. Ouais. C'était l'histoire d'un petit samouraï qui voulait devenir un vrai samouraï dans un Japon médiéval et qui faisait plein de bêtises autour de ça. Est-ce que l'idée de la liberté est préférable à vous? Alors, est-ce que j'ai eu l'idée de… Je vais vous demander de répéter votre question, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que l'idée de la liberté est préférable à vous? Est-ce que la liberté est préférable à quoi? Pardon, je suis désolé, mais… Est-ce que l'idée de la liberté est préférable à vous? Alors, pour moi, l'idée de la liberté, c'est une idée qui est centrale dans le… Enfin, c'est une question, en tout cas, qu'on a cherché à poser dans Géante, effectivement. Et oui, pour moi, c'était une manière de réfléchir à ce que veut dire vraiment être libre, quelles sont nos possibilités pour l'être. Est-ce que c'est une démarche qui est forcément individuelle? Est-ce qu'on peut être libre tout seul? Ou est-ce que ce qui est intéressant, c'est de chercher à comment être libre justement ensemble, en groupe, et comment on fait pour exister finalement les uns avec les autres en faisant en sorte de respecter au mieux
tout le monde. Et donc, c'est vraiment cette question-là qui se pose. C'est ça, mon deuxième fils qui va ouvrir au premier fils, donc il était caché sur la mezzanine depuis tout à l'heure. Et donc, oui, pour moi, la question de la liberté, c'était ça, comment on fait pour vivre ensemble en essayant de se préserver au maximum. Donc, ça pose des questions du respect et effectivement, ouais, du rapport à l'autre. Comment et quand vous avez trouvé qu'il y a un talent d'écrire des romans? Alors, je sais pas si j'ai des talents pour écrire des romans, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. Depuis que je suis tout petit, je raconte des histoires. J'en ai lu beaucoup d'abord, des histoires dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, dans les livres. Et très vite, j'ai eu envie d'en raconter aussi. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai fait des petites bandes dessinées quand j'étais enfant. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le jeu de rôle. C'est un jeu où on se met ensemble autour d'une table et on imagine une histoire avec des amis. Il y a quelqu'un qui dirige un peu l'histoire et les autres qui jouent les personnages. Donc, c'est quelque chose entre le jeu de société, le théâtre. J'ai énormément fait ça quand j'étais adolescent et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup parce qu'on créait en fait des histoires ensemble, en direct. Et donc, voilà, je sais que très vite, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Je me suis toujours dit que je voulais essayer de faire des choses autour de ça. Alors, je ne savais pas si j'allais faire des romans, si j'allais faire du cinéma. Et puis, j'ai rencontré des gens quand j'étais au lycée, exactement à votre âge, quand j'étais en première, en lycée en France. J'ai rencontré un auteur de bande dessinée qui est venu faire un atelier dans mon lycée, qui nous a présenté son travail. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça chouette. Il était quelqu'un qui était très généreux, donc il nous a expliqué énormément de choses sur son métier. Et c'est comme ça que je me suis dit, je peux faire de la bande dessinée parce que des gens me montraient comment ça marchait vraiment, très concrètement. Et donc, c'est comme ça, à partir de là, que j'ai commencé à me diriger vraiment vers ce domaine et à essayer de faire ça principalement. On va prendre une dernière question de la classe de Noah et ensuite on va essayer de passer aux autres, histoire que tout le monde puisse parler. Si on a le temps, on reviendra un peu vers le lycée franco d'Égypte. Noah, okay. On vous écoute pour une dernière question. Qui était très intéressant. D'abord, je vais commencer à poser des questions à M. Jean. Puisqu'il y a des manifestations en France concernant les lois contre la violence faite aux femmes, est-ce qu'il y a une relation entre les manifestations et votre roman? Alors, je ne sais pas si vous avez eu un meilleur son que moi, mais je vous avoue que je n'ai pas bien entendu la question. Non, Anna ou Nouria, vous avez entendu? Non. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, un peu plus fort? Puisqu'il y a des manifestations en France concernant les lois contre la violence faite aux femmes, est-ce qu'il y a une relation entre les manifestations et votre roman? Alors j'ai entendu la fin, je suis vraiment désolé, mais le son, c'est pas très bien. Il y a des manifestations en France contre la violence faite aux femmes, et est-ce qu'il y a un lien entre ces manifestations et votre BD? Bonjour, monsieur. Alors, notre étudiante a une petite question. Est-ce qu'il y a une relation entre votre roman et ce qui se passe, par exemple, comme des manifestations en France concernant la loi contre la violence contre les femmes? Et puisque elle est bien sûr l'héroïne, c'est une petite fille et une femme aussi. Est-ce qu'il y a une relation avec ça? Merci. Ok. Alors, oui et non. Non, il n'y a pas une relation politique directe. Ce n'est pas nous qui avons déclenché les manifestations et la volonté de lutter contre les violences faites aux femmes. Mais oui, parce qu'en fait, c'est un thème, ce sont des sujets qui sont en fait en train d'émerger, qui sont en train de sortir de plus en plus dans la société. Et ce sont des sujets dont on sait, je ne sais pas là qu'on s'en a emparé, mais voilà, qu'on a eu envie de traiter parce que d'une manière générale, je pense que ces sujets sont des choses que les gens et que les hommes et les femmes ont envie de traiter de plus en plus aujourd'hui. Donc, si vous voulez, le lien, il n'est pas direct, mais on est sur la même question. Pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve encore
à avoir des femmes qui sont victimes de violences de la part de leur mari, de leur conjoint. Pourquoi c'est aussi fréquent? Pourquoi on retrouve tout ça? Pourquoi il y a encore toutes ces inégalités-là, ces injustices? Et dans Géante, c'était des choses, moi, que j'avais envie de traiter parce que ça m'interpelle aussi, parce que c'était des choses que j'avais abordées aussi via une exposition autour de la bande dessinée des personnages féminins. Donc, j'avais envie d'amener ces questions-là sur la table. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de le faire d'un point de vue politique. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui est à l'aise pour parler, pour opposer son point de vue à d'autres. Donc, moi, je le fais à travers des histoires. C'est ça qui m'intéresse. Et je trouve ça intéressant aussi parce que en faisant des histoires, en fait, on fait vivre les choses, on les fait ressentir. Je trouve que c'est une autre manière de convaincre ou d'amener les gens à réfléchir sur des sujets. J'arrive pas avec un discours qui est rationnel. Il y a des éléments rationnels, mais j'arrive surtout avec un discours qui est du vécu, qui est de l'émotion. Et je trouve ça intéressant, en fait, de faire passer des idées comme ça. Eh bien, merci beaucoup au lycée Franco City en Égypte. On peut peut-être passer aux questions de la classe de Myriam. Hop. Alors, il faut que vous activiez votre micro. Voilà, il faudrait réactiver votre micro. Voilà. Ah, je vous entends pas quand même. Mince. On ne vous entend pas. Alors, le micro a bien été activé. Bonjour, monsieur, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bonjour, monsieur. Nous sommes l'école Saint-Vincent de Paul Helmeya. Bonjour. Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire vos livres? Alors, je vais vous demander de beaucoup répéter. Excuse-moi, est-ce que tu peux reposer la question? Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire vos livres? Alors, non. Je me débrouille tout seul. Enfin, oui, alors j'écris tout seul. Enfin, j'écris, j'ai pas d'autres personnes avec qui on va partager l'écriture. Par contre, après, l'écriture, c'est un processus où on est souvent seul, quand on est devant son ordinateur ou son carnet qu'on écrit. Mais après, il faut au contraire sortir de ça. Il faut le montrer à d'autres personnes. Il faut aller le faire lire, il faut aller avoir des avis. Donc, les premiers avis, c'est souvent Nouria qui découvre les histoires et qui me dit ce qu'elle en pense. Ça va être l'éditeur ou l'éditrice, la personne qui va publier le livre, qui va nous faire des retours. Et puis, moi, je sais que j'ai des proches autour de moi, des amis, à qui je fais lire les histoires pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Donc, voilà, c'est une forme d'aide qui va m'apporter parce qu'il ne faut jamais être tout seul tout le temps. Merci. Bonjour. Pourquoi vous n'avez pas nommé ce livre Céleste? C'est une bonne question. J'aimais bien l'idée que ça soit la notion de sa grandeur, de sa taille, qui soit en titre, qu'on est géante comme ça. Je trouvais qu'il y avait un côté qui était à la fois vraiment une description d'elle. C'est une géante. Ça pouvait être aussi un peu une manière de... Ça peut être une interjection quand on dit « Ah, c'est géant », ça veut dire « c'est super » en français. Donc, j'aimais bien que le côté géante, ça soit quelque chose comme un peu aussi ouais, top, super dans le titre. Voilà. Et puis Céleste, ça nous aurait amené vers autre chose. Ça, on aurait été en lien avec le ciel, avec tout ça. Ça aurait été possible. Mais je mets bien le côté, effectivement, qu'on insiste sur sa taille et sur sa grandeur. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vous vient l'inspiration en général? Eh bien, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je me pose souvent aussi. Et je ne sais pas, en fait. Si je suis vraiment très honnête, je ne sais pas d'où viennent les idées. Après, je sais comment on fait. Je sais qu'il faut lire beaucoup, regarder beaucoup de films, il faut parler avec les gens, il faut discuter, il faut réfléchir à sa vie, il faut écouter ce que nous racontent les autres. Donc, en fait, il faut se nourrir de plein de choses autour de soi. Et puis, quand on se met tout ça dans sa tête, au bout d'un moment, il y a des idées qui sortent de là. Il y a d'un coup des choses qui viennent apparaître.
Mais après, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête des gens qui ont des idées? Je sais pas. C'est un mélange de tout ça. C'est comme si votre tête était une espèce de mixeur, vous voyez. Vous le nourrissez et puis vous faites tourner et il y a des choses qui vont en sortir. Mais très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Pour Géante, c'est venu du fait que j'avais envie de travailler sur un personnage très grand. Ça, c'est quelque chose qui était une envie au départ. Ça faisait longtemps que je voulais parler d'un personnage qui serait vraiment démesuré. J'ai des souvenirs de dessins que je fais quand je suis tout petit en CP, où j'imagine des histoires où on se balade dans la bouche d'un géant. Donc voilà, je me rappelle qu'il y a des trucs comme ça qui me fascinaient déjà quand j'étais petit. Je me disais, ça serait génial, s'il y avait un géant, on irait faire des maisons dans ses dents, etc. Enfin bref. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est là depuis très longtemps. Après, l'histoire a vraiment commencé quand je me suis dit, mais plutôt que de faire un géant, ce qu'on a déjà vu plein de fois, des personnages immenses, énormes, qu'est-ce qui se passerait si on en faisait une femme, si c'était un personnage féminin? Et à partir de là, j'ai eu des éléments qui m'ont dit, OK, là, on tient quelque chose qui en fait, peut nous faire réfléchir à ce que c'est qu'être une femme et quelles sont les possibilités et les difficultés. Et puis, plus largement, comment on trouve sa place quand on est différent ou différente. C'était ça qui m'intéressait. D'accord, merci, monsieur. On va juste prendre une dernière question de la classe de Myriam pour que tout le monde ait le temps de poser les siennes. Et ensuite, on passera à la classe de Claudia. Bonjour Youssef. Comment vous avez eu l'idée de choisir une sorcière pour cette rôle et non pas une fée? C'est un peu risqué. Oui, alors c'est vrai que dans Géante, on croise un personnage de sorcière qui s'appelle la Élite, qu'on croise au milieu de l'histoire. Alors, moi j'ai fait des études de lettres, donc de français et d'histoire. Quand j'ai su que je voulais devenir scénariste, j'ai cherché ce qui ressemblait le plus à ça et donc je suis allé à la faculté et j'ai étudié l'histoire parce que ça ressemble à des histoires et le français parce que c'est de la littérature. Et il se trouve que dans mes études d'histoire, j'ai abordé à l'époque la question des sorcières. J'étais tombé sur un cours qui m'avait beaucoup plu et je m'étais documenté beaucoup sur ça. Parce que pour moi, c'était une espèce à l'époque de jonction entre quelque chose de purement imaginaire. Je me disais, mais les sorcières, pour moi, c'est des créatures uniquement dans les histoires, dans les fictions. Et puis, je découvre qu'il y a des faits historiques et qu'il y a eu des chasses aux sorcières et que c'est des choses qui ont vraiment existé dans l'histoire de l'Europe. Et je me dis, mais c'est passionnant et pourquoi on est parti là-dessus? Et donc, je découvre en fait tout ça avec les livres d'histoire de l'époque. Et donc, ça m'intéresse beaucoup parce que, au-delà de la question un peu fantastique, il y a effectivement quelque chose de très particulier qui est que les chasses aux sorcières ont été surtout des chasses aux femmes et qui ont été des manières de réprimer toute femme qui tentait de sortir du cadre en fait habituel, à savoir qu'il fallait être marié, vivre avec son mari, avoir des enfants. Les sorcières sont souvent été des personnages de femmes qui étaient à part, soit qu'elles étaient déjà veuves, soit qu'elles n'avaient pas voulu se marier, soit qu'elles voulaient vivre différemment. Et puis, en étudiant ça, je me suis rendu compte qu'elles étaient souvent aussi détentrices d'un savoir différent que celui officiel. Elles étaient souvent des femmes qui étaient des soignantes, des thérapeutes, des médecins. Et donc voilà, j'avais envie de redonner un peu cette vraie place historique aux personnages et aux sorcières. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de retourner cette image de la sorcière qui est plutôt négative en général, en disant mais cette vision négative, elle nous vient peut-être beaucoup de comment on a lu ça pendant des siècles et elle n'est peut-être pas vraie au départ, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la classe de Myriam. On va passer aux questions de la classe de Claudia qui nous vient de Malaga, je crois. Très bien. Bonjour, merci. Je vous laisse avec les élèves. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super, merci. Alors, c'est pour Simon d'abord. Voilà. Bonjour, je m'appelle Simon Silverstein et ma question c'est est-ce que c'est que l'histoire de Céleste qu'on a lue ressemble à votre idée de départ? Ça ressemble à votre idée de départ? Ah bah oui, oui. Oui, ça ressemble exactement à ce que je voulais faire. Après, il y a toujours des choses qui se transforment en cours d'écriture et en cours de réalisation. Mais moi, l'une des choses que j'ai adoré dans Géante, c'est la manière dont Nouria s'est emparée, a pris l'histoire et à chaque fois a transformé ça de manière encore meilleure que ce que j'avais écrit.
parce qu'elle amène énormément de choses avec son dessin, avec sa mise en scène. Et donc, c'était un vrai bonheur de découvrir les pages à chaque fois. Là. Bonjour, je m'appelle Lola. Combien de temps avez-vous consacré à réfléchir sur Diante avant de vous lancer à sa création? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai passé plusieurs années. Je pense que j'ai pas, en tout, entre le moment où j'ai l'idée et le moment où le livre sort, il s'est passé 8 ans. Donc, ça fait beaucoup. Et Nouria, toi, ça t'a pris combien de temps alors entre le moment où tu commences à dessiner et puis la fin du dessin? 2 ans. 2 ans. Tu veux poser la question à Nouria? Tu dis bonjour à Nouria? Voilà. Bonjour, je m'appelle Arida. Bonjour, je m'appelle Arida. Et c'est une question pour Nouria. Je voudrais savoir quelles sont vos sources d'inspiration pour les dessins de Céleste, parce que je les trouve très beaux. Merci. Je ne sais pas l'inspiration spécifique pour Céleste, mais pour moi, j'aime beaucoup l'art médiéval. Mac. J'aime beaucoup l'art médiéval et aussi l'art de l'Égypte, l'ancienne art de l'Égypte. Alors, ça, c'est que je regarde pour l'inspiration. Merci. Voilà. Et c'est donc, je vous pose la question plus technique sur les potes. Pour Nouria aussi, tu lèves le masque. Ma question, c'est pour Nouria. Avec quel type de feutre ou de peinture avez-vous peint les dessins de la BD? Je n'ai pas compris, désolé. Oui. Et tu répètes avec quel type de peinture, tu répètes plus doucement. Avec quel type de feutre ou de peinture avez-vous peint les dessins de la BD? C'est les matériaux. Oui. Alors, Nouria, excusez-nous. En fait, Reman, il voulait savoir quel type de peinture avez-vous utilisé, quel type de feutre. C'est une question un peu plus sur les techniques. Okay. Merci. Oui, la ligne, c'était avec le graphite, ça s'appelle comme ça, le stylo. Le crayon? Non, c'est oui, non. Oui, ça. Et les couleurs, c'est numérique. Donc, c'est tout à l'ordinateur? Non. La ligne, juste la couleur, oui. Oui, les couleurs. La couleur à l'ordinateur et le dessin au crayon. Merci. Alors, c'est maintenant la question? Attendez, non. Oui, la question, tu t'enlèves le masque? Bonjour, je m'appelle Daniela. Enchanté. Pourquoi les parents de Céleste sont si doués avec elle? Parce que c'est une fille ou parce que c'est un géant? Ah, tu as trouvé que ses parents étaient durs avec elle? Un peu, ouais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on pense qu'ils allaient être durs avec elle parce qu'elle était géante et qu'elle était différente. Et en fait, c'est peut-être plus parce qu'elle est une fille et que, en tant que fille, ils attendent certaines choses d'elle qu'ils n'attendent pas de leur fils, en fait. C'était ça qui m'intéressait de montrer, c'est comment, à un moment, suivant que tu sois un garçon ou une fille, tu ne vas pas avoir les mêmes possibilités par rapport à ça. Et effectivement, au début de l'histoire, tous ses frères partent parce qu'il faut aller travailler et vivre leur vie. Mais quelque part, les parents se sont toujours dit, c'est la fille, elle va rester avec nous, elle va s'occuper de nous. C'est quelque chose qui peut paraître un peu ancien ou médiéval comme chose, mais je crois pas que ça soit le cas. C'est-à-dire que
Aujourd'hui encore, quand vous avez des familles à notre époque et que les parents deviennent âgés, ce sont souvent les sœurs, les filles qui s'occupent des parents, qui vont s'occuper d'aller les voir ou de faire le lien avec eux dans les maisons de retraite. C'est rarement les fils et les garçons. Donc voilà, c'est pour ça que ses parents réagissent comme ça avec elle. Et la force de Céleste, c'est qu'elle elle est un peu naïve aussi. Et elle se dit, avec une forme de naïveté, qu'elle a le droit d'être comme les autres et d'être libre. Et c'est ça qui lui donne la force de partir quand même et d'essayer d'aller voir si elle peut vivre différemment suivant quelque chose qui lui semble plus juste. Après, ses parents, ils sont peut-être durs, mais ils sont aussi vraiment pleins d'amour pour elle. Enfin, on a essayé de montrer ça parce que voilà, ça reste malgré tout, sa taille et tout ce qu'elle fait, ça reste leur petit bébé, leur petite fille. Et donc, c'est des parents aussi que je trouve quelque part très généreux parce qu'ils l'adoptent. Ils la trouvent dans la montagne et ils décident que c'est pas possible de la laisser là. Donc, moi, je les trouve pas si durs que ça comme parents. Merci Claudia. On va peut-être passer aux questions de la classe de Anna du collège Christine Picasso à Malaga. Oui, bonjour, bonjour depuis l'Espagne. Nous avons travaillé la bande dessinée avec les élèves de 14 comme ça. Ils ont bien aimé la bande dessinée et alors ils sont intéressés de vous poser des questions pour les scénaristes et aussi pour les illustrateurs. Bien sûr. Alors, vas-y. Ah, un peu de lumière. Bonjour. Pourquoi que le personnage principal soit géant? Pourquoi le personnage principal est une géante? Oui. Parce que déjà, ça en fait un personnage à part, qui est différent des autres. Et parce que on avait envie de parler de ça. Comment on fait pour trouver sa place quand on est différent ou différente. Voilà, on sait qu'on a tendance dans une société à tous essayer de ressembler un peu aux mêmes choses, mais quand on n'est pas comme les autres choses, quelle liberté on a d'être différent. Donc, il y avait ça. Ensuite, moi, il y a un truc très, très en rapport avec l'enfance pour moi, avec le fait d'être géant, comme je le disais. Je trouve ça chouette d'imaginer un personnage tout grand comme ça qui se retrouve au milieu de petits personnages. Il y a quelque chose de très ludique et de très imaginaire et qui me renvoie à des histoires que j'ai adorées, comme celle de Gulliver, par exemple. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un pays où il y a plein de petits hommes qui sont à une autre taille. Donc, il y avait quelque chose, moi, qui me plaît, que je trouve très ludique, très agréable dans cette idée-là. Et puis, le fait d'en faire une femme, c'était une manière de dire aussi que la plupart des femmes sont un peu des géantes, finalement, mais qu'on ne voit pas parce qu'elles sont à notre taille, alors qu'en fait, elles ont des vies et des parcours qui sont beaucoup plus grands. Bonjour. Quel est le message principal que vous voulez transmettre avec cette histoire? On est toujours sur cette question-là, mais le message principal, c'est comment on peut être libre, en fait? Quelle place on a pour être libre? Comment on fait pour exister ensemble les uns les autres en essayant de se respecter et de trouver chacun sa place les uns par rapport aux autres? Après, l'avantage d'une histoire, c'est que je pose les problèmes, mais je peux aussi poser les solutions. Donc, c'est vrai que c'est facile dans une histoire. Et c'est vrai qu'à la fin de Géante, on a une solution qui est chouette. Hein. Ils vont tous vivre ensemble dans un pays un peu imaginaire où chacun est libre d'être. Je pense que c'est possible aussi de réfléchir à ça dans la vraie vie, mais disons que c'est plus facile à faire dans une histoire que dans la vraie vie. Moins de choses à changer. Mais après, si ça peut être un modèle et si ça peut inspirer, c'est déjà une bonne chose de faite. Bonjour. Bonjour. Nos questions sont pour Madame Tamari. Ça a été difficile pour vous de dessiner la géante à côté des personnes, des maisons et des paysages plus petits? Oui, c'était très difficile de planifier la composition
parce que sa taille fait des choses très compliquées. Mais je crois que bon, j'ai réussi. Moi, je ne sais pas. C'était difficile, mais j'ai fait beaucoup de dessins et beaucoup d'essayer la géante dans ces cadres. Alors, non sais. Oui. Merci. C'est difficile pour moi d'exprimer ça. Bonjour, je suis Sophia Silverstone et je voulais demander à Nouria quelles ont été la scène, l'émotion et les personnages les plus difficiles à dessiner. Comment? Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Quelles ont été la scène, l'émotion et le personnage le plus difficile à dessiner? No lo entiendo. Ay. La scène, l'émotion et le personnage le plus difficile à dessiner, c'était lesquels? Les plus difficiles? Oui. Toutes, je crois. C'est difficile de dessiner un personnage et aussi, pour moi, c'est difficile de faire l'expression de la face parce que j'aime beaucoup de dessiner avec simplicité. Je ne sais pas comment dire ça. Je n'aime pas des dessins super expressifs. Alors, pour moi, c'était difficile de faire très céleste à l'expression, mais pas beaucoup de... non sais. Je voulais demander une dernière chose. Combien de brouillons tu as fait en total? Combien de brouillons? Qu'est-ce que voilà. Un brouillon, c'est combien d'essais quand tu fais une page? Est-ce que tu fais plusieurs fois ça peut être aussi de storyboard ou de... Est-ce que tu as des essais avant de réussir à trouver le bon dessin ou la bonne page? ¿Qué? ¿Cuántos borradores hiciste? Ah, no, ya, oui. J'ai un PDF et je peux vous montrer ça, mais je ne fais pas beaucoup de salles, parce que j'ai fait beaucoup de BD et maintenant, alors j'essaie déjà comme dessiner quelque chose, alors j'ai fait une première version une petite et après j'ai fait les grandes pages. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, et je suis Irène. Nous voulons vous questionner dans quelle tradition vous avez vous basé pour créer le rituel du chapitre 2 pour les habitants plus des géants. Et peut-être qu'il soit une tradition populaire française et de quel genre. C'est pour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, merci de la question. Est-ce que vous pouvez répéter, c'est dans quelle tradition dans quelle tradition vous savez vous baser pour créer le rituel du chapitre 2 où les habitants brûlent des géants? Ah alors, j'imagine que ça doit vous parler en Espagne, effectivement. Le village où ça se passe à Fallas. Alors, on l'a appelé Fallas en français, mais si je dis pas de bêtises, des fallas en espagnol, c'est ces mannequins qu'on va brûler lors de cérémonies et de carnaval notamment, non? Non? Mais non,
Alors, de manière générale, ce sont des traditions qu'on trouve en France et en Espagne, notamment autour des moments du carnaval, donc les fêtes qu'il y a en février en général. En France, il y en a à Nice notamment. Il y a un grand carnaval encore qui existe à Nice. Il y a un défilé avec des personnages de géants sur des chars. Je ne sais plus si on les brûle à Nice, c'est pas sûr. C'est plus le cas. Mais je sais qu'en Espagne, il me semble aussi, et je dis pas de bêtises, Unfaya, c'est un personnage justement de géant de papier, non? Oui, c'est ça. Donc non, c'est inspiré par tout ça en fait, par ces traditions-là. Et c'était le nom du village dans le chapitre 2, c'était une manière effectivement de l'indiquer et de le présenter comme tel, ouais. D'accord, merci. Alors, juste avant de passer aux questions de la classe de Youssef, le lycée Mahadi, j'ai juste quelques petites questions de participants hongrois qui ne peuvent pas allumer leur caméra, mais qui sont très présents. Okay. J'ai notamment la question de la classe de Laura en Hongrie, qui demande pourquoi avoir choisi la BD comme genre littéraire et pas un autre genre. C'est une question pour nous deux, Oui, pour vous deux, je pense. Alors moi, je fais de la bande dessinée parce que je me suis longtemps dit que c'était parce que j'avais rencontré des auteurs de BD et que j'avais commencé à travailler dans ce milieu et que c'est pour ça que je continuais. Mais en fait, c'est pas complètement vrai. J'ai eu des expériences, j'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit pour le cinéma d'animation, le dessin animé. Et c'est intéressant, mais en fait, je trouve ça moins bien que la bande dessinée. Moi, ce qui me plaît en bande dessinée, c'est qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour faire le travail. Il faut quelqu'un qui imagine l'histoire, quelqu'un qui la dessine, quelqu'un qui met les couleurs, et ça y est, on peut tout faire en fait. Je trouve qu'il y a une très très grande liberté dans ce médium, dans cet outil, la bande dessinée. Et c'est aussi très libre par rapport à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que on n'a pas de budget. Quand j'ai écrit pour le cinéma d'animation, on m'a tout de suite dit ça, tu peux pas le mettre dans ton histoire parce que ça va coûter trop cher à faire. Ça, c'est des scènes avec de l'eau en animation en 3D, c'est pas possible. Enfin, en bande dessinée, on n'a pas tout ça. On n'a pas toutes ces contraintes, toutes ces difficultés. Et moi, je trouve ça génial parce que effectivement, avec un crayon, avec une feuille, on a déjà tout ce qu'il faut en plus pour commencer et pour y faire une bande dessinée. Donc, c'est quelque chose qui permet beaucoup de liberté, aussi bien dans ce qu'on peut faire que dans les moyens que ça demande pour le faire. Et je crois que c'est ce qui me plaît le plus là-dedans. Merci. J'ai aussi une question de Julie, qui nous vient aussi de Hongrie, et qui demande si cette grande taille et ce gigantisme sont à comprendre comme une métaphore, comme l'image de quelque chose, ou est-ce que vous lui donnez plutôt un sens littéral? Eh ben en vrai, c'est les deux. C'est-à-dire que géante est vraiment géante, elle est grande. Et c'était pas juste pour rendre folle Nouria et qu'elle ait plein de difficultés à les mettre dans les cases. C'était que c'était bien de l'imaginer comme ça. Parce qu'en plus, le fait qu'elle soit grande, qu'elle soit une vraie géante, ça me permettait, moi, quelque chose d'intéressant dans l'histoire. C'est qu'à un moment, dans un monde qui va surtout être dirigé par des hommes, hein, on a des guerriers, on a des soldats, on a des inquisiteurs. Céleste, elle peut très bien leur dire vous me faites pas peur parce que je suis très forte. Je fais 12 mètres et quelque part, si vous m'embêtez trop, si vous cherchez des problèmes, je peux vous balayer d'un revers de main. Donc, je trouvais ça intéressant que ce personnage de femme puisse quelque part se libérer par sa propre force et de se rendre compte aussi que c'était malheureusement pas qu'une question de force et qu'elle allait avoir d'autres problèmes qui allaient lui être amenés parce qu'elle était une femme. Et après, oui, c'est métaphorique dans le sens où c'est une manière de parler aussi de la position des femmes. Et encore une fois, je pense que beaucoup de femmes sont des géantes qu'on ne voit pas, qui sont des géantes à taille humaine, mais sont quand même des géantes, quoi. Merci beaucoup, c'est une très belle réponse. Et donc maintenant, on peut passer aux questions du lycée Mahdi en Égypte. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui.
Très bien. Alors, c'est Hela Abdeltawed de l'école lycée Khorreya Maadi. J'ai avec moi des élèves du cycle préparatoire et cycle primaire. Ils ont beaucoup de questions, mais on va commencer. Alors, avec des questions. Bonjour, je m'appelle Jade et ma question est pour vous, Jean-Christophe. Au début de la BD, Céleste a été trouvée dans la montagne et a été adoptée. Mais jusqu'à la fin de l'histoire, on ne sait toujours pas ses origines et d'où elle vient. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Non, mais oui. Alors, je ne sais pas non plus en fait d'où elle vient. Si je suis vraiment honnête, je n'ai pas la réponse à d'où elle vient. Pour moi, elle est née de la montagne, Céleste. Pour moi, c'est quelqu'un qui est né de la montagne. Elle est sortie de là et quelque part, elle a grandi là-dedans. Après, c'est un retour, c'est une question qu'on me pose souvent parce que je crois que on a frustré les gens en leur disant pas ça. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui, moi, me permettait de donner un but à Céleste. Céleste, elle pouvait pas partir dans le monde en disant je vais chercher où est ma place de femme et où est ma liberté. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est ce que raconte l'histoire. Mais elle peut pas partir avec cet objectif-là. Donc, il fallait qu'elle ait un but. Alors, son but, c'était effectivement de voir le monde, mais c'était aussi d'essayer de comprendre d'où elle venait. Parce qu'elle est à part, parce qu'elle est différente, et que donc, ça pouvait lui poser question pour trouver des réponses. Donc, c'était une très bonne manière de la faire avancer dans l'histoire. En vrai, j'ai quelques réponses à d'où elle peut être venue. Et on travaille sur un nouveau livre avec Nouria. Et c'est possible qu'on ait des bouts de réponse à ça. Enfin voilà, il y a des choses qui viendront après sur ces questions-là. Et j'ai eu un très très chouette retour un jour via Instagram d'une personne qui m'a écrite. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de géante sur les réseaux sociaux. Et une personne a dit quelque chose que je trouve génial comme réponse à ta question, à savoir d'où vient Céleste. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je voulais faire, mais je ne le savais pas en fait. Donc, et cette personne a dit, en fait, ce qui est important avec Céleste, c'est pas tellement d'où elle vient, mais c'est où elle va et ce qu'elle a cherché à être en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, le message de Céleste, c'est aussi à un moment, le plus important, c'est pas ce qu'on a été ou d'où on vient ou qu'est-ce qui nous a conditionné au début, c'est comment on va avancer et on va trouver son propre chemin, quoi. Donc voilà, je remercie cette personne de m'avoir éclairé sur notre propre travail et je trouve que c'est une très bonne réponse à cette question. Bien, merci. En prie. Bonjour, je m'appelle Aria et ma question est pourquoi à la fin de la bande Céleste n'a-t-elle épousé aucun des hommes qu'elle aimait? Ah alors, elle les a pas épousés, mais elle vit avec quand même à la fin. Quand elle termine l'histoire dans la vallée d'Amorota, donc l'endroit où elle va s'établir, quelque part, elle va vivre avec les trois. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi bien le chevalier, Blanc de Parangon, il y a aussi Alto, le funambule, et puis il y a le prince aussi, et ils vont être ensemble. En vrai, en plus, elle a épousé, hein, c'est pas vrai, elle a épousé le prince en plus d'Orsodoro. Il y a eu un mariage, il y a une scène de mariage, et donc elle a quand même épousé un des hommes, donc elle a consenti à ce lien-là. Après, l'idée, encore une fois, c'était d'essayer de trouver une autre manière pour Céleste d'exister, et je trouvais ça intéressant qu'à la fin de l'histoire, elle vive entourée des trois hommes qui l'ont marqué, et que ça soit une manière de dire à un moment, on peut sortir aussi de nos relations juste de couple, homme-femme, et que quelque part, c'était intéressant qu'en tant que géante, en tant que femme immense, eh bien, elle puisse être avec trois hommes finalement, suivant comment chacun se sentait libre d'être avec elle. Merci. Bonjour, je m'appelle C. Bonjour. Y a-t-il une idée ou une raison que tous les personnages de la bande ont les yeux vides ou creux? C'est pour la dessinatrice. Je n'ai pas compris. Y a-t-il une idée que tous les personnages de la bande ont les yeux vides ou creux et ils n'ont pas la partie noire
dans les yeux. La partie noire. Quand tu dessines les yeux, Nouria, tu fais des points noirs. Ils demandent pourquoi, en fait, ils n'ont pas des yeux avec plus travaillés. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup de dessiner dans une manière plus synthétique. Ça, c'est comme ça. Ouais. Je veux de mettre les moins éléments possibles. Et pour moi, les moins éléments, c'est juste les blacks. Les moins, oui. Merci. Mais Tintin a les yeux noirs comme ça. Oui, il y a beaucoup de... Tintin a 2 points noirs dans les yeux. Les Lego aussi. Bonjour, je m'appelle Lana, j'ai 13 ans. Bonjour. Quelle partie de l'album avez-vous eu le plus de mal à écrire? Alors moi, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 45 ans. Et là où j'ai eu le plus de mal à écrire, honnêtement, d'une manière générale, ça a été assez fluide, pas facile, mais j'ai pas eu de grandes difficultés à écrire l'album. Après, ça prend du temps. Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres? Je sais qu'on a retravaillé un peu plus le chapitre 4 quand elle retrouve Carte et qu'elle se retrouve pris dans la guerre et la bataille dans les montagnes. Je sais que celui-là, c'est une partie que j'ai beaucoup réécrite parce que je l'avais faite un peu trop longue, parce que j'avais fait des retours, Nouria aussi, sur le fait qu'on n'était pas sur une pagination impair. Enfin voilà, c'est la partie que j'ai le plus réécrite, celle-là. Mais après, j'ai pas eu de difficulté vraiment. Moi, la difficulté que j'ai, c'est que dans Géante, on voulait dire beaucoup de choses. Vraiment, on voulait raconter énormément de choses. Et j'ai l'impression que j'étais toujours à essayer d'essayer de tout faire rentrer à chaque fois dans les chapitres et que je n'étais pas sûr que ça allait fonctionner tout le temps. Donc voilà, c'était plus ça que j'avais comme difficulté. Mais je voulais pas non plus faire un livre qui soit trop gros parce qu'il est déjà énorme. Géante, c'est presque 200 pages. Et voilà. Et donc, c'était ça ma difficulté. C'était surtout d'essayer de mettre tout ce que je fais sans que ça déborde et sans que ça prenne trop de place non plus, quoi. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu iras bien, même qu'il y a un écran qui ne se parle ici. Pour ma question, à monsieur Jean-Christophe, concernant le processus de pilotage de Géante, est-ce que les événements de l'histoire avaient marché comme vous initialement vouliez, ou il y avait des modifications? Non, ça a été bien. Le projet a bien été accepté. On a travaillé avec une première éditrice qui s'appelait Marion Amir-Gagnan, qui avait trouvé le projet intéressant, qui est partie en cours de route parce qu'elle a arrêté le métier d'éditrice. Et on a suivi ensuite avec une autre éditrice qui s'appelle Alix. Et je pense que c'est intéressant d'avoir effectivement des éditrices, ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un regard féminin sur le récit. Mais non, on n'a pas eu de question on enlève des choses, on censure. Ça a été très, très ouvert par rapport à ça et on n'a pas eu de problème comme ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Lamar. Ma question pour Jean. Bonjour. Pourquoi avez-vous écrit uniquement dans l'histoire en espagnol? Pourquoi j'ai écrit, pardon, je te fais répéter. Quelques mots dans l'histoire en espagnol. Pourquoi j'ai écrit des mots en espagnol dans la... Oui. Alors déjà parce que je travaillais avec Nouria, donc c'était une manière aussi d'avoir des références à ça, je pense. Après, moi, mon grand-père est espagnol, donc je pense qu'il y a aussi des liens et voilà que j'aime bien garder.
Et puis parce que quand tu écris une histoire, il faut toujours essayer de mettre un peu du sens dans tout. Et donc, effectivement, quand je cherche un nom de village où je sais qu'il va y avoir des statues de géantes, eh ben, je vois que ça s'appelle des Fayas et je l'appelle comme ça. Enfin, faut que les choses que tu mettes quelque part, ils racontent toujours quelque chose, même le petit détail, même le prénom. Donc, un personnage comme… Après, des noms espagnols, oui, il y a beaucoup de noms italiens aussi, parce qu'on va aussi vers des références qui font penser à l'Italie, quoi. Mais voilà, donc c'est une manière, moi, de poser plein de petites choses à moi, plus ou moins secrètes, plus ou moins cachées dans l'histoire, mais qui au final parleront peut-être qu'à moi. Il y a peut-être moi qui saurais ce que ça veut dire, mais ça me parle. Donc pour moi, ça fait du sens et ça construit le sens général de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Jana. Bonjour. Pourquoi voulez-vous parler de féminisme et quel est votre avis sur le féminisme? Okay. Pourquoi je veux enfermer le féminisme? Non. Non, tu parles dans le monde sur le féminisme. La liberté de la femme. Ouais, ben, pour moi, ça ne devrait pas être une question, en fait. C'est-à-dire que faudrait pas avoir à se poser la question de savoir si les femmes doivent être libres ou pas. C'est-à-dire que ça devrait être quelque chose d'évident et de naturel. Voilà, ceci dit, c'est pas le cas. Donc, à partir de là, ben, effectivement, je pense qu'il faut faire des choses pour faire prendre conscience des inégalités, montrer que ces inégalités n'ont pas de raison d'être, qu'elles soient biologiques ou sociales, ou voilà, il n'y a pas de raison, et faire en sorte effectivement qu'on grandisse tous à égalité. Et puis parce que pour moi, la question de l'égalité des femmes, c'est aussi celle des hommes, c'est-à-dire qu'à un moment, ne pas enfermer les femmes dans des clichés en disant une femme c'est fait pour faire des enfants, rester à la maison, faire le ménage, et ça ne peut rien faire d'autre. C'est une manière aussi de me libérer moi d'autant de clichés en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'à un moment, les clichés de ceux qui disent ça pour les femmes, ça va être un homme c'est fort, ça doit taper sur les autres, ça doit tuer des gens, ou ça doit boire de la bière en regardant des matchs de foot. Et voilà, et moi j'ai pas envie d'être dans ces clichés-là pour moi non plus. Donc je pense que tout ça est nécessaire. Et puis à un moment, ben, d'un point de vue purement mathématique, si vous vous dites que la moitié de l'humanité vit de manière inégale par rapport à l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Donc bon, voilà, c'est mon point de vue sur ça. Et peut-être Nouria a sûrement des choses à dire aussi. Merci. Non, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Ryan. Mon question, est-ce qu'on peut transformer cette bande dessinée en film? Mais bien sûr. J'attends des appels des producteurs encore. On n'a pas eu beaucoup de retours. Alors en vrai, je pense que ça serait difficile. Parce que mine de rien, on a quand même une super géante de 12 mètres et ça poserait plein de questions. Mais je serais ravi qu'on en fasse un film ou un dessin animé. On avait été sélectionné avec Nouria là, au festival d'Annecy, qui est un festival de cinéma d'animation. Et la bande dessinée faisait partie d'une sélection de bandes dessinées qui était potentiellement avec des possibilités d'adaptation. On avait fait des super vidéos et tout. Et ben, on n'a toujours pas d'appel des producteurs. Donc j'attends toujours. Si tu connais un producteur, voilà, n'hésite pas à lui en parler. Bonjour. Ma question est à Nouria. Y avait-il des facteurs qui vous ont fait choisir la couleur utilisée dans sa BD? Non. Pour moi, les couleurs, c'est une chose très organique, ça s'appelle comme ça. Et je fais les couleurs comme je les sens. Et pour moi,
la chose très importante, c'est que le personnage principal non, souligné. et c'est pour ça que Céleste a les cheveux rouges. Bon. Merci à vous. On va juste repasser la parole à la classe de Noah un petit peu, parce qu'apparemment, ils ont aussi d'autres questions de leur côté. OK. Rebonjour. Bonjour, j'ai une question pour Jean-Christophe. J'ai lu que vous avez cité Jérusalem. Avez-vous l'intention d'écrire une bande dessinée pour les enfants palestiniens? Vous avez lu que je suis allé à Jérusalem? J'ai pas bien entendu le début de la question, mais en tout cas, alors je ne sais pas si c'est ça, mais je ne suis jamais allé à Jérusalem, ni en Israël, ni en Palestine. D'ailleurs, enfin, ce pas des régions où j'ai voyagé. C'était ça le début de votre question? Bonjour, je suis à l'école universitaire. J'ai une question pour M. Christophe. Être écrivain pour vous, c'est plus un métier ou une passion? Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous pouvez répéter la question un tout petit peu plus fort parce qu'on vous entend vraiment pas très bien? Être écrivain pour vous, c'est plus un métier ou une passion? C'est les deux. C'est les deux. Et je pense qu'il faut que ça reste les deux. C'est-à-dire que moi, j'adore ça, écrire des histoires, parce que c'est une chance incroyable de pouvoir passer du temps à être dans sa tête et à essayer d'agencer, de raconter des choses. Et donc, c'est une passion, mais c'est un métier aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que je vive, il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que je nourrisse mes enfants qui, après, vont sur les mezzanines, tout ça. Et donc voilà, il faut aussi que je n'oublie pas que je dois gagner de l'argent avec, mais en même temps, c'est une chance de pouvoir le faire en se faisant plaisir. Donc, toujours un équilibre. Si je m'écoutais, je ferais que ça, raconter des histoires, et en même temps, si ça ne me ramenait pas d'argent, ça serait un problème. Donc voilà, il faut que je trouve toujours un équilibre là-dessus. Merci. J'ai une deuxième question pour M. Jean-Christophe. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier d'auteur? Il y en a quand même quelques-uns, des avantages, ouais. Moi, je trouve que le plus bel avantage, déjà, c'est pouvoir travailler de mon imaginaire et de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui reste encore par moments quelque chose de très surprenant pour moi. Des gens me payent pour ça. J'avoue, des fois, je me dis, c'est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est chouette. Un autre avantage de ce métier, c'est que je m'organise comme je veux. C'est-à-dire que je suis libre d'organiser mon temps, où je travaille, quand je travaille. Je ne dois pas aller dans des bureaux, je ne dois pas aller dans tel endroit pour travailler. Donc ça, je trouve ça assez génial, en fait. Des fois, je l'oublie parce que j'ai toujours connu quasiment que ça. Si je donne des cours dans des écoles, des choses comme ça, donc ça m'arrive de me rendre compte qu'il faut être parfois à une heure précise, à un endroit précis. Mais dans l'ensemble, quand j'entends des gens, des amis qui me racontent ce que c'est que la vie quand on travaille dans un bureau ou dans un magasin, je me dis, mais en fait, heureusement que je fais ce métier parce que je ne sais pas si je pourrais faire autre chose, en fait. Et voilà, donc c'est une très grande liberté d'être auteur. Alors après, ça a des difficultés, hein. On n'est pas salarié, on ne touche pas de l'argent tous les mois, il faut quand même faire attention à ça. Mais en même temps, voilà, c'est une vraie liberté d'organisation que j'aime beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur, je m'appelle Sif. Bonjour. Selon vous, cette œuvre est destinée
pour les adultes seulement, les adultes aussi ou les enfants seulement? Non, Géante, je l'ai écrit pour que tout le monde puisse la lire en fait. Dans mon esprit, on peut la lire à partir de 8-10 ans et on comprendra peut-être pas tout, mais c'est pas grave, on peut quand même suivre ça. Et je pense que quand on la lit, quand on est adulte, on voit d'autres choses aussi dans le message, dans les aventures de Céleste. Mais pour moi, j'avais vraiment l'envie de faire une BD qui soit ce qu'on appelle tout public, plaire aussi bien aux grands qu'aux petits. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sandra, j'ai une question pour vous. Combien de temps passez-vous à écrire un roman? Ben, ça dépend après vraiment des bandes dessinées. En général, une bande dessinée, quand on imagine ce que c'est, on voit des livres un peu comme Astérix ou Tintin, qui ne sont pas des livres où il y a beaucoup de pages. Il y a en général une 50aine de pages. Ça, à écrire, ça peut être une question de 2 mois à peu près pour écrire ça. Après, des livres plus grands comme Géante, ça a été plus de temps. Ça va prendre 2 ans. Et après, il y a tout le travail de dessin et de couleur qui prend beaucoup plus de temps après moi. Nouria disait qu'elle avait mis 2 ans pour dessiner et coloriser Géante, par exemple. Je m'appelle Anne. Je veux demander à Madame Nouria. Quel âge avez-vous et où vous nez? C'est quel âge et moi? C'est ça? Oui. Et où est-ce que tu es né? Ah oui. J'ai 27 ans et je suis née à Valence, en Espagne. Lequel de vos livres a eu un grand succès, Monsieur Jean? Lequel de nous deux a eu le plus grand succès? Pour moi, c'est avec Nouria que j'ai eu le plus grand succès. Pour l'instant, voilà, c'est Géante qui est le livre qui a eu le plus de retours positifs, aussi bien auprès des gens que des libraires. Donc, pour moi, c'est avec Nouria, mais peut-être Nouria a eu des succès plus grands, je ne sais pas. Oui, pour moi aussi. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Et c'est le moment pour moi de vous remercier, Jean-Christophe et Nouria, pour cette belle participation et ces beaux échanges. Merci et à vous. de remercier toutes les classes participantes pour vos super questions et vos magnifiques retours. C'était vraiment un plaisir. Merci. Et oui, pardon. À l'année prochaine pour un autre cycle de visioconférence des Pépites internationales. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous tous et toutes. Merci à vous. Bonne journée.